Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans Parole d'experts sur H24, l'émission qui vous permet de décrypter ce qui se passe dans l'actualité, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit politique ou qu'elle soit encore business. Et aujourd'hui, on va parler à la fois économie et business puisque on va revenir sur le statut d'auto-entrepreneur. En 2014, il voyait le jour au Maroc avec comme objectif principal, eh bien, de créer de l'emploi, d'insuffler une dynamique entrepreneuriale chez les jeunes et les moins jeunes, et surtout aussi faire passer de l'économie informelle vers le formel un certain nombre d'opérateurs économiques. Résultat, aujourd'hui, eh bien, plus qu'en demi-teinte, et on va essayer d'expliquer aujourd'hui pourquoi ce statut d'auto-entrepreneur est en train de perdre finalement de vitesse et de ne pas remplir tous les objectifs qui lui étaient astreints. Statut d'auto-entrepreneur, fin du spectacle, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Et pour en parler aujourd'hui avec moi, j'ai le plaisir de recevoir Zakaria Fahim, qui est le président de l'association Union des auto-entrepreneurs. Ça va, Zakaria? Ça va, merci. Ravi Merci de te pour recevoir. l'invitation sur ce sujet on ne peut plus brûlant. Oui. Et puis alors, bon, Zakaria Fahim, qui est également expert comptable et commissaire aux comptes, et puis on a souvent l'occasion de discuter de ce sujet, mais aussi de la fiscalité au Maroc, et je pense qu'on va en parler aujourd'hui. Mehdi Alaoui, fondateur de la Factory, ça va Mehdi? Alhamdoulilah, très très bien. Eh ben, Vous êtes super. parmi vous aujourd'hui. Merci d'être venu et content de t'avoir avec nous, parce que c'est vrai que au sein de la Factory, tu es dans un écosystème où tu as affaire finalement à une population qui faisait ou qui font beaucoup appel à l'auto-entrepreneuriat, à ce statut d'auto-entrepreneur. On va essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui ça ne fonctionne pas, ou en tout cas, ça ne remplit pas les objectifs qui lui étaient assignés dès le départ. Pour faire un point, en tout cas, j'ai quelques chiffres qui ont été communiqués par la DGI, la Direction Générale des Impôts. L'État misait sur 4 millions, ça c'était l'objectif, sur 4 millions d'auto-entrepreneurs en 2014 lorsque ça avait été lancé. On en a seulement 375 000 aujourd'hui. Et puis après le Covid, on a vu une baisse de plus de 34% entre 2021 et 2022. Et donc voilà, on a quand même aujourd'hui un constat d'échec. On le dirait comme ça, Zakaria? Un constat, oui, on peut dire que beaucoup de déceptions pour avoir travaillé sur le régime et avoir, je dirais, mis en place les ingrédients pour le faire naître. On avait rappelé que pour que ça marche, il fallait 3 ingrédients. Il fallait effectivement un régime qui soit facile d'accès, donc pas de bureaucratie. C'était le cas, parce que Voilà. Donc, pas au tout démarrage, c'était un peu compliqué, mais après, le temps que ça se roule, oui, on va dire que c'était plutôt simple. Deuxième point, on avait dit un accès au marché, donc on avait mis un peu de temps pour ouvrir, mais il n'y avait pas suffisamment d'informations donc, pour que les gens puissent aller et sécuriser un petit peu, surtout pour ceux et celles qui n'étaient pas pressentis pour être entrepreneurs, parce que beaucoup sont partis à l'auto-entrepreneuriat par défaut, parce qu'ils n'avaient pas de réseau, et donc à un moment donné, ils avaient quelque chose qui leur permettrait d'avoir, je dirais, de la reconnaissance sociale. Ils disaient, ben voilà, j'exige, j'ai ma carte, etc. Et le troisième point, il fallait le financement. Et le crowdfunding, on a travaillé dessus il y a 10 ans, il est aujourd'hui sur les starting blocks, mais il n'est pas encore totalement opérationnel. Il est en fin de piste. Exactement. Et donc là, on est effectivement, le moteur tourne et à un moment donné, ça chauffe et on voit l'aiguille qui monte et la voiture qui ne roule pas. Et le dernier point qui paraissait, je dirais, accessoire, mais qui était quand même important, c'était de dire il fallait leur donner aussi une couverture sociale. Parce que beaucoup de gens qui étaient dans l'informel, la carotte, c'est quoi? C'est qu'ils veulent payer 1% au zéro, c'est la même chose. Mais si je pouvais protéger ma famille, mes enfants, etc., il y avait une volonté. Et donc... Et ça, c'est arrivé. Exactement. Et ça, c'était quand même une avancée. Alors, comme tu dis, on va revenir sur ces ingrédients, mais quand j'ai vu la CNSS couvrir les auto-entrepreneurs, je me dis, mais jackpot, banco, c'est énorme ce qui a été fait quand même de pouvoir avoir un régime. C'était pas évident de pouvoir avoir un régime. Et malgré ça, ça ne fonctionne pas. On va revenir dessus. Juste par rapport au constat, Mehdi. Moi, j'aimerais bien commencer par le côté bon. Le côté bon, c'est quand même aujourd'hui, ce statut, il existe. Il est là. Il y a quand même quasiment 400 000 personnes qui l'utilisent.
il a apporté plusieurs avantages. Et notamment le dernier que vous avez cité, il est juste incroyable. Être couvert par justement la CNSS pour tous les risques maladies. C'est juste extraordinaire avec un coût qui reste extrêmement faible. Maintenant, est-ce qu'il satisfait tout le monde? Est-ce qu'il a accompli tous les objectifs? Non. Et surtout depuis, en fait, une année, depuis le changement de la loi de finances, il y a eu un changement majeur et qui a perturbé cet écosystème d'entrepreneurs qui démarre. Et c'est sur ce point-là que je vais peut-être moi m'exprimer un peu plus davantage dans notre discussion. Alors, justement, ce point-là, il est que finalement, on a assisté, quand je dis on, c'est la Direction générale des impôts, c'est les observateurs, etc., qui ont vu des pratiques dans les entreprises. Mais sincèrement, on en parlait au démarrage, il n'y avait pas besoin d'être devin ou d'avoir une boule de cristal pour se rendre compte que il y a des entreprises qui allaient essayer d'en profiter parce que c'était le différentiel entre le régime de l'entreprise et le régime de l'auto-entrepreneur était tellement abyssal qu'à un moment donné, entre faire payer 1% à un auto-entrepreneur ou payer 25% jusqu'à 30%, 35% d'hier pour payer un salaire plus la CNSS, il n'y a pas photo. C'est-à-dire, à un moment donné, ce différentiel, il est énorme. Donc, il y a eu des pratiques où on poussait les gens, au lieu de les salarier, à les rendre auto-entrepreneurs. Après, ça a fait que, changement dans la loi de finances, on plafonne à 90 000 dirhams par an et par même client. Bon, voilà, ce statut d'entrepreneur. Est-ce que on n'est pas en train de couper la tête parce qu'on a mal au crâne, alors qu'on est sur quelque chose qu'on pourrait rendre plus perfectible, et là, on est en train d'essayer de régler des pratiques qui sont, à la limite de la légalité, mais qui sont légales, de toute façon. Nous, on a fait juste un regard rapide en regardant un peu la population qui aujourd'hui était éligible et potentiellement qui pouvait être. On s'est rendu compte que le niveau de fraude était marginal. Non, mais qu'est-ce qu'on appelle la fraude? La fraude, c'est-à-dire que je demande à un salarié, ou au lieu de recruter un salarié, je contourne le droit du travail et je lui dis mais c'est pas de de la rentrer. Pourquoi? Parce que quand vous êtes... C'est quoi l'auto-entrepreneur? C'est quelqu'un qui a cette capacité de décider de ce qu'il va faire. C'est-à-dire qu'il n'est pas en situation de dépendre d'un employeur sur son emploi du temps, sur ce qu'il va faire, ce qu'il ne va pas faire, et qu'il ne prenne pas de responsabilité en dehors de ce que définit sa hiérarchie. Donc, vous n'êtes plus indépendant, donc vous n'êtes pas un auto-entrepreneur, et notamment quand vous avez un seul décideur pour vous. Donc, le droit du travail est clair. C'est-à-dire que si demain, vous avez une entreprise RIPO qui ne respecte pas le droit du travail, je suis en capacité, au lieu de sanctionner l'auto-entrepreneur, il fallait sanctionner les entreprises. Et le droit est clair, c'est-à-dire qu'on peut requalifier le salaire de collaborateur. C'est pour ça qu'elle défend ça. Il y a eu des cas, et j'y ai assisté. On a assisté aussi je ne dirai pas les noms, mais des amis qui ont été considérés comme des freelance auto-entrepreneurs pendant plusieurs années, monoclients. Ils sont partis, ils sont allés se plaindre. Ça a été requalifié et ça a été considéré comme un contrat de travail. Basta. C'est clair. Donc, c'est pour ça que le droit du travail était clair. C'est qu'à un moment donné, ce que je dis toujours, c'est il y avait à un moment donné une volonté de mettre en place une retraite de source. Ceux qui ont gueulé, les avocats, certains professeurs libéraux, on a dit circuler, il n'y a rien à voir. Ouais. Et les auto-entrepreneurs, parce qu'il y a deux choses. Vous le faites sortir et vous pouvez créer une révolution. C'est pas encore organisé. Oui. Alors que les autres étaient organisés et ils avaient des moyens de bloquer. Parce qu'ils ont les clés de la justice, ils travaillent les clés de la santé, et on ne voulait pas... Et en plus, certains avaient de l'hybridation dans les métiers et pouvaient vous retrouver même dans la partie législative. Donc, on n'a pas osé toucher à ces professions, mais on a dit à un moment donné, il faut mettre la retenue à source. Et les seuls qui étaient, comment dirais-je, auxquels on pouvait taper sans personne ne réagisse, on s'est rendu compte que c'était les auto-entrepreneurs. Mais c'est clair que le texte de loi qui définit ce que c'est qu'un auto-entrepreneur, ce que c'est qu'un salarié, il est clair. Donc, il n'y avait pas besoin. Et quand on a regardé, c'était des enseignants en freelance, c'était des gens qui étaient dans l'IT, qui n'avaient pas... Donc, tous ces gens-là n'étaient nullement concernés par, peut-être, d'après ce que nous, on a vu, on ne parle même pas de 5%. Donc, on a tué... Alors, je vais juste m'arrêter pour qu'on comprenne bien, parce que là aussi, c'est important. Est-ce que, alors, on m'a dit justement, dans le digital, il y a des... Après, il y en a que ça arrange, c'était une espèce de, peut-être une cote mal taillée, mais ça a arrangé aussi bien l'entreprise que le
l'auto-entrepreneur, entre guillemets, salarié qui travaille quasiment avec la même entreprise, mais ça permet à cet auto-entrepreneur du jour au lendemain de dire ciao, hein, donc il n'a pas ni à respecter de préavis, ni à respecter de clauses de non-concurrence, de tout ce qui est prévu dans le code du travail, et qui les a rangés aussi, et puis de se dire, tiens, moi je peux bosser avec, si j'ai quelque chose qui arrive, je peux bosser là-dessus. Donc est-ce que finalement, dans ce secteur-là, dans le digital, je sais que c'était une pratique qui était très courante. Tout à fait. En fait, là, on a observé un certain nombre de comportements. Généralement, en fait, quelqu'un qui travaille dans l'IT, même quand il est salarié dans une entreprise, il fait du freelance à côté. C'est ça, il fait des ménages. Voilà. Alors, en fait, déjà, à ce stade-là, voilà, effectivement, c'est un complément de salaire, mais qui est très important. Et comme souvent, en fait, ils sont derrière l'écran et on ne peut pas vérifier qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas pour qui ils bossent. Oui. Donc, c'est vrai. C'est la réalité du terrain. Donc, en fait, cette pratique a été faite, donc, qui permet, en fait, d'avoir, en fait, quelqu'un qui travaille en freelance et en même temps, il travaille pour plusieurs personnes, en fait, arranger tout le monde. D'un côté, le patron ne pouvait pas, ne peut plus sanctionner la personne, sinon il doit pointer derrière l'écran toute la journée. Et de l'autre côté, la personne avait une multitude de clients. Et donc, on a fait que quelque part, une pratique qui existait déjà sur le terrain, la rend donc, pour moi, en fait, encore plus légale, en fait, et plus structurée et sans conflit. C'est-à-dire le fait d'avoir, en fait, un freelance qui travaille pour plusieurs clients, parce que de toute façon, c'est la réalité du terrain, quoi. Ouais. Qu'on le veuille ou non, j'ai pas une statistique exacte, mais ça fait 20 ans que je suis dans le digital et ça fait 20 ans que j'observe ça, quoi. C'est-à-dire que voilà, même quand il y a des salariés à plein temps, ils vont faire du freelance à côté. Et donc, cette opportunité de statut auto-entrepreneur était en fait une manière de rendre en fait tout le monde content et tout le monde légal. Maintenant, en fait, la vraie problématique sur laquelle je voudrais en fait insister, c'est prenons le cas en fait des entrepreneurs, sociétés structurées qui démarrent. Généralement, en fait, ils ont très peu de financement, donc ils font appel en fait à des auto-entrepreneurs pour développer leurs solutions. On va prendre un exemple très très simple. Je suis une nouvelle start-up. J'ai un projet de développement d'une application mobile. Si je vais voir un prestataire qualifié, ça va me coûter 400 000 dirhams. Je n'en ai pas les moyens, donc j'ai deux choix. Soit je ne fais pas, soit je fais appel à des autres entrepreneurs. Alors, ces autres entrepreneurs, quand on va les limiter à 90 000 dirhams pour une application mobile, c'est trop peu. Donc, du coup, en fait... Même à ce moment-là, 200 000 dirhams, c'est trop peu. Ça va. Enfin, il y a comme dans tout... Ouais, techniquement, il veut rentrer sur le marché, il peut faire un effort puisque il est en direct. Voilà, non, mais les solo-entrepreneurs. On parle de 200 000 dirhams sur l'année. On va revenir après sur les plafonds non, parce que ça c'est juste. Mais bon, il prend des applications, mais c'est clair. Oui, mais on a paupérisé les gens en allant sur les 80 000. Parce que exactement. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, c'est que ceux qui veulent respecter la loi à 100% vont juste ajouter et ne pas poursuivre le rêve de développer en fait leurs produits innovants parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire de manière structurée. Le moyen légal pour le faire a été enlevé, donc ils vont revenir en arrière et dire c'est pas possible. Ou il y en a d'autres qui vont se dire comment je vais faire pour quand même le faire, quoi. Et donc là, on va revenir dans l'informel. C'est-à-dire on va commencer à retricher pour pouvoir faire... Voilà, quoi. Et c'est ça ce qui est dommage, quoi. C'est que je pense que... Ou alors ceux qui... Alors ça aussi, c'est... Parce qu'on a un peu fouiné quand même de voir, c'est qu'il y a aussi ceux qui vont demander à leur frère, leur sœur ou leur truc de faire un statut d'entrepreneur parce qu'ils ne bossent pas et puis que ça lui permette de facturer à la place de l'autre. C'est une réalité aussi. Donc finalement, la nature... De l'innovation pour contourner... Mais dans le formel, au moins, est-ce qu'on en est là justement à trouver des solutions, même bancales, mais au moins qui soient dans le formel? Cette ingénierie, parce que même à un moment donné, vous mettez des gens à qui vous enlevez la capacité de faire. Parce que quand vous avez quelqu'un, vous dites, tu vas dégager, c'est comme quand tu as une capacité d'emprunt et on te dit, voilà, tu as emprunté alors que toi, tu n'as pas bénéficié. Donc, c'est clair que les 80 000 dirhams, quand vous les analysez, vous enlevez les coûts de fonctionnement, le coût nécessaire. Nous, on estime que ça vous laisse entre 4 et 5 000 dirhams de bénéfices, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on fait avec 4-5 000 dirhams dans une ville comme Casablanca? Donc, on a voulu paupériser. Et c'est ce qui est important, c'est que on a demandé que, allez, après 2 ans, on peut demander à ne pas avoir un monoclient. Parce que moi, je veux créer ma boîte. 80% Il y a des entreprises qui sont monoclients. Oui, mais 80% des gens qui créent leur boîte déjà au début sont mentorés ou sont par un premier client. accompagnés par
l'ancien employeur. Très souvent, Oui. l'ancien employeur, Mhm. ben, il dit, ben voilà, toi tu veux monter ta boîte, ben, je suis content de ce que tu fais. Je te file un vais premier t'essaimer. commandement. Et donc, celui qui sème le collaborateur, parce que c'est quoi, on revient toujours, c'est la confiance, c'est parce que tu arrives, tu n'es pas connu sur le marché. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? Ben, je vais t'essaimer, mais on va plafonner à 80 000. C'est là où il y a un problème, c'est que beaucoup de gens n'ont pas compris qu'avoir le premier client, c'est le plus compliqué. Donc, pourquoi voulez-vous? Et oui, le bon de Moi, je commande démarre avant le avec mon financement. premier bon on de en parle commande. souvent. Mon entreprise est prête à me donner un marché, pourquoi voulez-vous me plafonner à 80 000? Alors que le droit du travail, tu as donné l'exemple, c'est que si je veux contourner, je vais me faire rattraper et j'aurai ce qu'on appelle toutes les obligations du droit de travail sans les avantages. Fait que tu n'as plus les avantages que tu peux avoir avec un salarié s'il fait c'est comme une faute. Ben, je viens demain, je dis on a détourné le droit du travail, ben, je peux aller chez le juge et je vais avoir une indemnité de licenciement. Tous les avantages pour le salarié, rien pour l'entreprise. Alors, revenons également sur la fiscalité, parce que ça aussi, c'est un point important. Au démarrage, on se dit 1%. Déjà, c'était ridiculement bas. Enfin, moi, je dis mon appréciation de la chose. 1% pour les services, 0,5% pour l'artisanat, le commerce, etc. Et les plafonds. Parce que, là, aujourd'hui, on vient d'en parler. Est-ce que 200 000 dirhams de service, on fait ça sur l'année, ça fait combien? Ça fait moins de 20 000 dirhams de chiffre d'affaires On a 17 par mois. 500. Voilà, oui, pardon, c'est l'expert comptable qui l'a dit. 17 500 de chiffre d'affaires. C'est ça. De chiffre d'affaires par mois, bon, sur l'année. En payant 1%, donc c'est-à-dire qu'il devait payer 1000, s'il arrive à faire ses 200 000 dirhams, C'est 2000 balles. c'est 2000 dirhams 2000 euros. par an. S'il dépasse ces 200 000 au bout de 3 ans, il doit donc passer en SARL. Et là, il passe d'une taxation de 1% de son chiffre d'affaires À 10%, Ah. 20% et 30%. Donc, là, les gens oublient. C'est l'impôt, il est quand même progressif. Non, mais tu parles de quel impôt? L'impôt sur les sociétés. Ah non, on ne me parle même pas de société. pas Ça veut dire l'impôt qu'on sur avait- tu vois, mais le salaire. tous les impôts qu'il y a, que ce soit l'IR, que ce soit la taxe professionnelle, que ce soit la CNSS que tu dois payer, etc. Et ça, on n'a pas préparé tous ces auto-entrepreneurs à ça. De passer de 1% de taxation à quasiment 50% du chiffre d'affaires. Effectivement, si. Et la TVA, n'oublions pas la TVA. Bon, c'est pour ça qu'on dit, on a beaucoup, bon, quand j'avais travaillé sur le régime, c'est qu'il fallait plus, notamment quand on avait beaucoup travaillé sur le crowdfunding, mais quand on avait mis en place du financement, j'avais toujours dit qu'il fallait qu'il soit accompagné par son expert comptable ou par son comptable agréé pour ramener tout ce qui n'est pas financier. Parce que quand on voit qu'on va évoluer, que le régime, bah, il vous donne 3 ans pour passer, bah, on sait que sur ces 3 ans, bah, pour l'instant, j'ai une taxation de 300 dirhams, mais après, ça va être un pourcentage de mes revenus. Et donc, on fait une pédagogie pour que la personne ne tombe pas, c'est-à-dire qu'on passe, c'est pas binaire, et c'est cet accompagnement, cette formation qui n'existe pas, qui normalement, parce qu'en t'écoutant, on passe de quelque chose qui était Gratuit. presque gratuit, parce qu'on gratuit. bah oui, on est parti du fait que quand tu parles de ta population de 4 millions, c'était qui? C'était des gens qui étaient dans l'informel, qui payaient jamais rien. On leur a dit, OK, on ne veut pas votre impôt, mais on veut que vous rentriez dans le droit, entre guillemets, dans le droit chemin, et on va nous vous aider, Mais tout doucement. Mais alors, à le revenir. différentiel, là, je te pose la question, est-ce que tu as... Ça, je te voyais approuver quand je disais ça, mais si on doit... Imaginons qu'on a un auto-entrepreneur qui arrive à faire ses 17 500 dirhams par mois, ok? Donc, on lui enlève 2000 dirhams sur l'année, Pas grave. ok? Disons que ça lui fait 15 500 dirhams, même pas, alors je suis gentil, 17 000 dirhams par mois, et encore je suis gentil, 17 000 dirhams par mois. Comment lui expliquer que s'il passe en SARL l'année d'après, pour qu'il puisse garder ses 17 000 dirhams dans sa poche, il faut qu'il fasse 35 000 dirhams de chiffre d'affaires. Pas du tout, il faut au moins qu'il arrive à 80 000 dirhams. Voilà. Parce que... Parce que vous enlevez la TVA, vous enlevez la CNSS, vous enlevez l'IR. Neutre, non, la TVA, Non, mais- mais neutre, je connais au clair. Non mais, D'abord, bon, ok, alors, on enlève, parlons hors vrais taxe. impôts. Parlons hors taxe. Non mais on va Vrais parler impôts. très concret. Voilà, On va parler... vrais impôts Ok, pour, on enlève la TVA, on raisonne hors taxe. Ouais. Il faut qu'il fasse quasiment, allez, on va être gentil, 60 000 dirhams hors taxe de chiffre d'affaires pour qu'il puisse se mettre 17 500 dirhams dans la poche, oui ou non? Non. Si tu reprends les calculs, non. C'est-à-dire que. Combien? Le double? Voilà, tu peux être. Voilà, effectivement, le double. Alors. Sur le double, mais. Non, mais parce que c'est quoi? Il ne faut pas oublier. Les gens oublient la communauté, la société t'aide aujourd'hui à te mettre sur le chemin pour grandir. Parce que l'auto-entrepreneur, c'est l'antichambre des entrepreneurs. Je te donne pendant 3 ans, je te permets de jouer, entre guillemets, dans le terrain à côté avant Ben de non. rentrer sur le vrai terrain. Non mais,
bah, il faut que tu sois content, parce que le jour où tu rentres sur le terrain, avant, tu rentrais directement et tu payais tout Est-ce l'impôt. qu'on a fait comprendre Mais c'est ça, ça, l'éducation? pédagogie Parce que là, on revient à quelque chose, c'est les gens qui ne veulent pas payer d'impôts. Voilà, mais c'est ça. Mais Donc finalement, on revient La tout au même pédagogie et point. l'information qui manquent. Vas-y. Je comprends ton point, mais je te rejoins, si Zakaria, a tout à fait raison. En fait, l'auto-entrepreneur a été créé pour formaliser des gens qui étaient dans l'informel. Voilà. Peut-être que le taux d'imposition, il est peut-être trop faible. 1%, c'est peut-être trop bas, quoi. Et peut-être dans l'avenir, il faudrait revoir ça à la hausse. On a proposé 5, même Voilà. 10, aujourd'hui. Parce que dans l'éducation, excusez-moi, faire venir des gens de l'informel dans le formel et leur dire bah, l'impôt c'est 1%, et après leur dire mais on passe de 1% à 50%, comment on peut faire distiller N'oublie pas une chose, ça on l'oublie, 80%, 90% des gens ne sortiront pas. Parce que dans l'informel, quand on regarde les gens, la cible, j'avais travaillé sur la loi, donc je ne vais pas dire que j'étais le papa, mais on avait identifié qu'on allait travailler sur des gens qui étaient, pour lui, 200 000 dirhams net, c'est-à-dire que si tu le remettais, tu mettais 400 000, c'est ce qu'il allait, sauf que nous, on allait leur donner la couverture sociale et on allait leur permettre de ne plus être rackettés. Et donc, c'était ça qu'ils faisaient. Et qu'est-ce qu'on avait demandé en plus, sur lequel on avait travaillé, qui était quelque chose qui, pour l'instant, on n'a pas encore réussi, c'est comment les accompagner à faire de la transmission. C'est-à-dire que le gars, la population cible qu'on avait identifiée, c'était des gens qui avaient 60, 70. Et le gars, il allait mourir et il n'allait rien transmettre parce que personne... Maintenant, il est plus facile, quand tu es auto-entrepreneur, d'aller prendre un crédit de 200 000 balles que tu vas brûler parce que tu ne sais rien du tout, que de filer 200 000 balles à un gars qui est expérimenté et qui t'accompagne pendant 1 an et demi pour reprendre sa clientèle et reprendre son business. Et moi, je leur dis, vous allez toujours sur la facilité. Regarde, tu prends le Covid. Quelle a été la catégorie professionnelle qui a eu 0 aide? C'est les auto-entrepreneurs. Quand tu étais salarié, tu restais salarié, tu as peur du lendemain, on t'a filé 2000 balles. Toi, tu as démissionné, tu as créé une boîte. Si tu as démissionné quelques mois avant, tu avais 0 dirham. On leur a filé avec le tam-tam, 5000 dirhams de prêt, avec un crédit de sa mère. On leur a dit, mais attendez, mais comment voulez-vous encourager? Et après, la massue, les fameux 80 000, après les gens, ils ont dit, arrêtons de nous prendre pour ce qu'on n'est pas. Eh ben, vous voulez que ça continue comme ça? Eh ben, et c'est comme ça qu'effectivement, on est revenu dans la jungle. Alors, pour finir, parce que là, on a critiqué, on a fait le diagnostic, d'accord? Maintenant, comment on fait? Quelles sont les propositions pour qu'on puisse faire revivre ce statut, qu'il ne disparaisse pas, qu'on ne retombe pas finalement dans une réalimentation de l'informel avec des gens qui vont dire, bah, finalement, tu sais quoi? Ou alors, je vais garder 80 000 avec mon seul client et puis je vais essayer de me faire payer en espèces par ailleurs, parce que c'est ça qui peut arriver. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, nous, aujourd'hui, dans le collectif, on a posé un certain nombre de propositions. Parmi les premières, déjà, même si ça paraît un peu anecdotique, donc moi, je me suis inscrit dans le régime des auto-entrepreneurs juste pour voir comment ça fonctionne. Oui. Et pour avoir la légitimité, parce qu'on dit, il est expert comptable, qu'est-ce qu'il fait chez les auto-entrepreneurs? Oui. On n'a pas compris que pour accompagner, il ne fallait pas forcément être... je dirais, à moins de 200 000 pour pouvoir accompagner le régime. Donc, la première posture, c'est demander à tous les gens de la communauté déjà de prendre leur carte parce que ça permet de comprendre un peu les dysfonctionnements. Mais surtout, on demande maintenant, au minimum, à revenir à ce qui était avant les 200 500 000, à rester sur le régime et surtout donner de la stabilité. C'est-à-dire que maintenant, moi je disais l'année dernière, que l'année 0 de l'auto-entrepreneur, c'est l'année dernière. Ben oui. On avait mis, je pensais que le crowdfunding allait démarrer et on a mis la couverture sociale. Parce que beaucoup de gens qui étaient dans l'informel, j'ai fait moi l'année 0, c'était la CNSS. C'est ça. Oui, moi, je faisais le tour. J'ai dit, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est dans l'informel, à Goulet 12 le formel, pour payer 1% et tu n'as rien d'autre? Oui, je préfère quand tu vas faire 0%, ça ne change rien à ma vie. Parce que 1 ou 0, ça change. Et en plus, donc quand on leur a dit maintenant, tu as la couverture sociale, effectivement, les gens ont commencé à venir. On a commencé à voir les gens qui commençaient à adhérer. Puis à un moment donné, on leur a dit, attendez mon coco, tu vas payer 80 000. Donc, effectivement, quand tu regardes les 99% qui déclarent 100 000 balles, qui c'est qui sont restés? C'est ceux qui étaient en dessous, les vrais, ceux qui étaient dans l'antichambre des auto-entrepreneurs qui devaient grandir, on les a perdus. Parce que lui, déjà, 200 000 balles, c'était rien. Maintenant, tu dis 80 000 balles. Donc, en fait, on a mis dans, si j'ai bien compris, je vous écoute, on a mis dans le même sac ceux pour qui le régime d'auto-entrepreneur peut être un bon moyen de subsistance,
et d'être dans le formel et d'avoir accès à la CNSS. Et en même temps, ceux qui sont, comme tu dis, dans l'antichambre, donc qui sont nécessairement, on va se dire, ils ne vont pas plafonner à 200 000 dirhams, sinon on n'a rien réussi. Donc, Exactement. s'ils sont là juste pour gagner 200 000 dirhams toute leur vie avec un statut d'auto-entrepreneur, ça ne sert à rien. Mais par contre, qui créent leur boîte et emploient, et puis, etc. Donc en gros, est-ce qu'il faut différencier? 2, est-ce qu'il faut changer les plafonds? 3, est-ce qu'il faut augmenter aussi le niveau de contribution en fonction du plafond dans lequel on peut être? Moi, ça ne me dérange pas qu'on ait le même pourcentage, parce que celui qui va rester 1%, l'autre, si tu ne l'avais pas donné 1%, il aurait peut-être démarré dans la forêt. Donc, moi, je préfère dire à mon fils pourquoi il ne faut pas fumer, qu'une fois qu'il fume, je vais lui expliquer comment on va arrêter de fumer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui confondent chiffre d'affaires et bénéfices, parce que quand tu déclares rien, après tu dis tu vas payer 10%, 20%, il ne comprend plus. Donc, moi, je suis d'accord, je préfère que le jeune qui sort de l'école ou le moins jeune qui quitte, je dis, chauffe, la première année, c'est moi qui paye. C'est Ouais. Donc le gars, il commence à... Et après, je dis, maintenant, tu vas prendre une fiduciaire parce qu'il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Tu es ingénieur, tu es financier, tu es commercial. Et on explique la valeur du service, parce que beaucoup de gens, c'est du common sense. Tu te dis, ouais, à quoi c'est un expert comptable? Après, quand on te dit, ça t'évite d'aller en prison, ou là, ça t'évite d'avoir des problèmes. Donc ça peut être la graduation, elle est très élevée. Donc oui, démarrer, mais quand je sais que je suis brillant, que c'est juste pour démarrer, ça m'a permis de m'échauffer, tout de suite, je sais, en ayant pris un expert comptable, qu'est-ce qui va m'arriver dans 2 ans, dans 3 ans. Et donc, je suis accompagné, préparé, et il y a de nouveaux dispositifs. Parce que n'oubliez pas, il y a, pour votre entrepreneur, mais il y a plein de choses qui sont faites quand vous créez une boîte, entre guillemets, normale. Vous avez d'autres aides, d'autres accompagnements. Tes salariés peuvent ne te coûter 0 dirham parce que tu as une aide. Et donc, tu arrives à bénéficier de tous les avantages de ça. Mais quand tu n'es pas à l'écoute, tu vois 80 000, on te dit tu vas payer 30%. À un moment donné, le gars, évidemment, on voit que les gros chapitres et les grands chapeaux, et puis on simplifie. Exactement. Alors, Mehdi, pour finir. Ma proposition, en fait, c'est d'abord en fait, d'augmenter les plafonds. 200 et 500 000, c'est trop peu. Donc, il faut augmenter ça. Et ça à combien? On a proposé 400 et 1 million. Voilà, 400 et 1 million. 400 pour les services et 1 million pour le... C'est le million pour rester proche de ce qu'on appelle les petites entreprises. Augmenter les plafonds. Exactement. La deuxième chose, c'est de proposer peut-être une taxation graduelle. C'est-à-dire pour les gens qui font jusqu'à 100 000 dirhams, ils peuvent rester à 1%. Pour ceux qui dépassent, ils peuvent passer à 5%. Et comme ça, ils s'approchent petit à petit au fait, du monde de l'entreprise. Comme ça, au moment du basculement, parce que l'objectif, c'est le basculement, c'est qu'ils soient un peu plus proches au fait, de la réalité et que ce passage d'entrepreneur soit en fait cette école qui permet de préparer en fait, même, je dirais, en fait, l'entrepreneur, les carrés, comme on dit. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'y comprennent rien du tout, en fait, à la fiscalité. Donc voilà. C'est pour ça que des gens existent. Mais c'est vrai, c'est important. L'accompagnement non financier, c'est important. Voilà. Donc il est extrêmement important en fait de les accompagner petit à petit. En ne faisant pas ça, en fait, les gens qui bénéficient de ce statut, avant, ce qu'ils vont faire, c'est que tout simplement, ils vont créer leur entreprise à l'étranger. Il y a des statuts à l'étranger aujourd'hui qui permettent, en fait, ne sont absolument pas taxés. Ils ont même la possibilité de travailler. C'est un phénomène dans le digital. Ah oui, il y a beaucoup de gens en fait aujourd'hui qui quittent le Maroc. Le résidence fiscale n'est plus au Maroc, que ce soit à travers le start-up. C'est Dubaï, Dubaï, en général. Portugal. L'avantage aujourd'hui, pour avoir vu un peu, c'est qu'il y a effectivement à un moment donné un effet de mode. Mais ce qui est bien, c'est qu'on reste encore des humains et pas encore. Même si l'IA augmentée nous permet le mal des 60 degrés, des 50 degrés. Bon, c'est vrai que maintenant, il y a des gens qui font de l'hybridation, c'est-à-dire qu'ils arrivent à être ici et là-bas. Non, mais ce que dit Mehdi, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on a souvent parlé de fuite des cerveaux. Maintenant, on va parler de fuite fiscale des cerveaux parce qu'ils n'ont pas le statut qui est approprié ou qu'il n'y a pas la... c'est pas nouveau. Non, mais c'est pas nouveau, mais bon. Ça s'accélère, ça se démocratise. Parce que finalement, on a besoin de recettes fiscales. Aux Émirats, ils ont créé le visa talent en fait, pour 10 ans avec tout ce qu'il faut, avec quasiment 0 taxe. Mais c'est dur de se battre contre ce genre de système. Il a aujourd'hui sur la table ce type de réflexion, mais déjà, il faut nettoyer déjà ce qui est, parce que tu ne peux pas aujourd'hui, on ne va pas prendre l'expression sur la carte, mais on ne peut pas venir et faire du n'importe quoi. Ok, j'ai compris. Donc, voilà. Je ne vais pas mettre de mercurochrome sur la jambe de bois, mais c'est laquelle tu vois. Celle-là, elle est plus Ce que je veux dire par là, en fait, il y a différentes catégories d'auto-entrepreneurs.
Et peut-être que ça vaut le coup, en fait, de créer des sous-catégories et de les traiter différemment, en fait. Je sais que ça rajoute beaucoup de complexité. Techniquement, aujourd'hui, tu as des groupes qui se mettent ensemble. C'est-à-dire que quand tu es dans la freelance, tu te retrouves beaucoup plus des communautés, parce qu'on est sur la même problématique. Le régime, il était juste pour Démarrer. lancer. Pour lancer C'est et rendre tout. de l'ensemble. Bon, merci à vous Ça en fait tout quand même cas. 10 ans. Voilà, ça fait quand même 10 ans. On est tu sais, j'ai l'ami si un enfant naissait, c'est les premiers, les enfants, ils seraient tous aliens. J'espère que vous en savez un peu plus sur ce statut d'auto-entrepreneur et tout ce qu'on peut souhaiter. Justement, c'est que voilà, on écoute ces recommandations et que ça puisse remplir les objectifs qui étaient assignés au départ. Voilà, on se retrouve très vite dans Parole d'experts. N'hésitez pas à réagir et à nous poser toutes vos questions sur notre page Facebook et également abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Bye bye.